Ok, aujourd'hui on va tester le produit que j'attendais le plus de cette année 2020. C'est quoi d'après vous? Un smartphone, une carte graphique, un PC? Eh ben non, rien de tout ça parce que c'est un écran. Même si bon, vous êtes déjà au courant que c'est un écran parce que vous êtes malin et que vous avez lu le titre de cette vidéo. Mais on ne va pas parler de n'importe quel écran de 27 pouces en 16 neuvième 60 Hz comme on peut en trouver partout maintenant, mais d'un écran avec des particularités un petit peu spéciales. Car oui, des particularités, cet écran en a et je vais vous lister tout ça parce qu'il n'y en a pas qu'une ou deux, clairement pas. 32 neuvième de ratio, 49 pouces de diagonale, 240 Hz de rafraîchissement, 5K comme résolution, QLED comme technologie d'affichage, 1 milliseconde comme temps de réponse, HDR1000 comme plage dynamique et 1000 R comme courbure. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, je vais vous parler du grand Odyssey G9 de chez Samsung. Sauf que comme vous l'avez vu dans le titre, cet écran est clairement pas donné, parce que c'est un petit 1500 € quand même, et c'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par Letyshops. Letyshops est un outil gratuit qui vous permet de regagner de l'argent dépensé grâce à un système de cashback. En gros, vous achetez quelque chose sur un des 2000 sites marchands partenaires de Letyshops comme AliExpress, Bookin, Shein, Vans, Lenovo, Etsy et autres, et derrière vous allez pouvoir récupérer un certain pourcentage de ce que vous avez dépensé, sachant qu'il y a moyen de récupérer jusqu'à 30% de ces dépenses suivant les magasins. Et c'est pas de la magie, en gros ça fonctionne avec la commission que gagne Letyshops sur vos commandes en passant par son système. L'affiliation générée vous est partiellement reversée, et donc tout le monde y gagne. Si vous achetez en import d'ailleurs, c'est plutôt intéressant parce que la plupart des magasins d'import chinois s'y trouvent, parce que j'ai parlé d'AliExpress, mais aussi Banggood, Gearbest ou encore TomTop. Mais il n'y a pas que des sites d'import. Par exemple, pour ce fameux Samsung Odyssey G9, qui coûte quand même 1500 balles, je le rappelle, il y a moyen d'avoir 1,5% sur le site Alternate. Et donc en passant par Letyshops, il y a moyen de récupérer 22,5 € sur cet achat, ce qui vous permettra d'acheter par exemple Fall Guys et de jouer à ce jeu avec d'énormes bandes noires sur les côtés. Ce dernier ne supporte pas plus que le 16 neuvième, mais c'est quand même sympa. Vous pouvez utiliser Letyshops sur PC et smartphone, grâce à une application mobile, un site web et une extension de navigateur. En plus, avec le lien dans la description, profitez d'un compte premium gratuit qui vous permet d'augmenter votre cashback de 30% lors de votre première semaine d'achat. Et donc avec les économies, à vous les joies d'acheter ce magnifique Odyssey G9. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est le produit que j'attendais le plus cette année, sachant qu'il y a quand même des trucs sympas qui sont sortis tout de même? Eh bien parce que pour le coup, il y a de vraies révolutions technologiques sur cet écran, vraiment. Et d'ailleurs, il est aussi un peu en avance sur son temps et on va voir que cet écran n'est absolument pas utilisable en plein potentiel avec les configurations qu'on a de nos jours. Dans cette vidéo, on va d'ailleurs voir aussi c'est quoi les avantages d'avoir un écran aussi large, de 32 neuvième, mais aussi ce que ce genre de technologie peut apporter dans le monde du gaming. Car effectivement, tous les jeux ne pourront pas vraiment profiter d'un écran pareil. Et d'ailleurs, est-ce que 1500 € pour un écran du style, est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est donné? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que la réponse va vous surprendre. Car faut quand même se dire que 1500 €, c'est le prix de 3 consoles ou alors d'un plutôt bon PC gaming. Et donc, on va voir si la bête vaut le coup. Mais pour ça, va falloir déjà commencer à l'unboxer et on commence déjà à ouvrir le carton. Alors évidemment, j'ai peur de faire n'importe quoi. Ouvrir des cartons qui sont plus hauts que soi, c'est quand même pas simple. Quelle idée d'acheter des tables comme ça. D'ailleurs, on va un peu baisser la table, parce que sinon, je ne vais rien voir à ce que je fais. Même sur le manuel, ils disent qu'il faut être deux pour justement, rien que pour bouger l'écran, quoi. Ok, ça va être sympathique à sortir tout ça, Alors, hop, on retire déjà la partie avec le pied, les câbles, etc. On verra ça plus tard de ce qu'on en fait, J'allais dire le voici, mais il a l'air d'être rien que pour le sortir. Ça va être un enfer. C'est pas forcément... Enfin, si, déjà ça fait son poids, c'est clair. Et c'est surtout la peur de casser l'engin et de toucher le plafond. Bon, vu qu'il y a encore le plastique dessus, on va le tenir comme ça pour le moment. Matez-moi l'enfer que c'est ce truc-là. On va pouvoir bouger le carton. C'est bon, tac. Pour le poser. Hop, c'est bon pour le carton, j'ai relevé la table. On va le faire glisser tout doucement. Matez-moi la bête, qui est certes plein de papier encore, mais voilà à quoi ressemble cet écran qui fait sa taille, Ouais, on va bien s'amuser avec ce truc, clairement. Bon, j'installe tout ça dans mon setup, je vais l'utiliser quelques temps et je vais vous faire un petit retour de comment ça marche. 1 week later. Bon, après une bonne semaine de test de cet engin, voici ce que je pense de tout ça. Déjà, comme on peut le voir, on peut pas le poser sur n'importe quel bureau, Va falloir de la place pour supporter le pied mastoc de l'engin. Par contre, aussi absurde que cela puisse paraître, il est possible de le monter sur un support avec la norme VESA, ou VESA, je sais jamais comment ça se dit. Et donc si vous n'avez pas peur de
soulever les 7,5 kg de l'engin via un bras, vous pouvez théoriquement le faire. Mais bon, bah ici on va quand même un petit peu éviter. Ou alors il faudra un bras prévu pour une télévision quoi. Surtout qu'on peut aussi accrocher son casque sur le dos vu qu'il y a un porte-casque parce que, bah pourquoi pas, j'avoue que je comprends pas trop hein, l'intérêt du porte-casque qu'il y a derrière et personnellement je pense que ce serait 10 fois trop galère à utiliser comme ça à chaque fois à récupérer mais j'imagine qu'ils voulaient rajouter encore un truc en plus qu'on voyait nulle part. Au moins ceci dit, le petit rond RGB à l'arrière est plutôt joli, c'est déjà ça. En tout cas, bah ouais, il tape vraiment à l'œil. Regardez-moi comment c'est long ce truc, genre je peux avoir le bras tendu et là, bah même comme ça, je peux pas aller de la gauche à la droite de l'écran. Même mon tapis de souris XXXXXXL est plus petit que l'écran lui-même. Comme on peut le voir, ça change drastiquement la manière d'utiliser un ordinateur. Vu qu'on a ici un système d'exploitation qui va se comporter différemment pour bien s'adapter, ou pas trop en fait. Et c'est ça qui rebutera forcément peut-être certaines personnes. Parce que sans logiciel tiers, on va avoir l'impression de devoir tout utiliser en plein écran ou alors devoir tout redéfinir niveau taille soi-même à chaque fois. C'est une fois des logiciels tiers installés comme Fancy Zone que les choses deviennent vraiment plus sympas. Car en effet, l'intérêt de ce genre d'écran, bah, c'est pas forcément d'utiliser toujours tout le temps en entier, mais de le couper comme bon nous semble. Et donc si on veut un écran 16/9 et deux écrans 4 tiers, bah c'est possible. Ou alors un écran 21/9 et deux écrans encore plus petits aussi. Ou alors si on veut le séparer en 6 écrans distincts, bah, on peut aussi le faire. L'intérêt principal de ce genre d'écran dans une optique de bureautique et de productivité est de vraiment pouvoir faire du multitâche et ça de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus confortable. Et là où un setup triple écran va souvent limiter les coupures des applications à cause des bords de chaque écran, ici on a un choix beaucoup plus vaste qui s'offre à nous et donc à n'importe quelle application. C'est pour ça que certes cet écran est plus orienté gaming au vu de certaines caractéristiques, mais je trouve qu'en réalité il est surtout extrêmement polyvalent et peut aussi subvenir à bon nombre de gens qui bossent en fait. Des gens fortunés certes, mais quand même qui bossent. Mais oui, même si la courbure de l'écran 1000R qui permet d'avoir l'écran à bonne distance de nous ou qu'on regarde sur l'écran par rapport à un écran plat vu qu'on est très proche de ce genre d'écran, le QLED de la dalle qui permet un contraste plus élevé ou encore la 5K qui sert à tous les usages, il est clair que le temps de réponse de 1 milliseconde et surtout la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sont là plutôt pour le gaming. Et ça vaut quoi du coup pour jouer à des jeux vidéo? Pour le temps de réponse, j'ai vraiment rien à redire. J'ai l'habitude des écrans gaming, j'ai l'habitude aussi des écrans QLED qui permettent ce temps de réponse extrêmement faible. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus, mais du côté des 240 Hz, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué sur cet engin. Pour vous donner une idée, ma configuration est un Ryzen Threadripper 3950X et une RTX 2080. Et malgré ça, des jeux comme Doom ne dépasseront pas les 90 ou 100 FPS en ultra, voire même en élevé. Alors déjà que s'approcher des 120, comme vous le voyez, c'est compliqué. Alors 240, l'activation des 240 se fait sur le moniteur avant de se faire dans le panneau d'affichage d'ailleurs. Ça veut donc dire qu'il y a bien un changement qui se fait sur l'écran et ça se voit que c'est le bazar quand c'est activé parce que Windows passe vite en PLS à ce moment-là. Et c'est pas le seul car certains jeux ne le supportent tout simplement pas, comme le tout dernier Tomb Raider qui a un format bizarre dès le changement de framerate. Alors certes, les 240 Hz pourraient être atteints, peut-être en baissant la qualité graphique, mais bon, faut pas oublier que ce qui bouffe aussi pas mal au niveau des ressources de l'ordinateur, c'est les 5120 par 1440 de résolution. Et donc on peut parler d'un autre point vraiment stylé pour le gaming, l'immersion est beaucoup plus grande avec ça. Ça nous ouvre un champ de vision carrément plus grand et peut parfois nous donner un avantage dans certains jeux. Enfin, quand ils n'ont pas été codés avec le fion bien sûr. Car certes, des jeux comme Doom 2016 le supportent bien en laissant le HUD au milieu et donc ne posent pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais d'autres font un peu n'importe quoi, comme Counter-Strike Global Offensive qui du coup va mettre l'interface sur les extrémités, ce qui va facilement provoquer des torticolis à chaque fois qu'on voudra regarder nos PV ou alors notre minimap. D'autres vont le supporter mais vont avoir quelques bugs, comme Among Us qui me permet de voir les gens qui sont dans la salle de réunion pendant les phases de réunion, car cela n'assombrit que la partie centrale 16/9 de l'écran, ce qui n'a pas trop d'utilité et qui est plutôt moche, ou encore ne tout simplement pas être supporté, comme avec Overwatch qui va vous mettre des grosses bandes noires au-dessus du 21/9. Enfin, vaut limite mieux ça que des configurations où ça vous pénalisera, comme Overwatch aussi avant qui zoomait dans l'image, ce qui était pas du tout pratique et juste tout simplement hideux, car pour se défendre, Blizzard a dit que ça donnait un avantage aux joueurs vu qu'ils voyaient plus. Et bon déjà ils ont un peu changé le truc, mais aussi quand on voit que la plupart des joueurs pro jouent souvent en 4 tiers avec des résolutions dégueu, je suis pas certain qu'avoir ce genre d'écran comme ça avec du 32/9 soit vraiment un avantage pour du pro gaming. Car là où c'est certain qu'un framerate plus important peut vous donner un réel avantage, même si encore une fois très minime, c'est le contraire pour un ratio d'image. Mais bon, là on divague un peu. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle des points faibles, il y en a quand même quelques-uns, parce que bon, 1500 €, on va clairement un peu chipoter. Déjà, à l'heure actuelle, cet écran n'est tout simplement pas utilisable à son plein potentiel, car même Windows pète un câble dès qu'on
commence à augmenter un petit peu bien le framerate. Et comme on l'a vu plus tôt, même avec une configuration sympathique comme la mienne, eh bien c'est galère. Pour autant, ça en fait l'écran parfait pour mettre à l'épreuve les nouvelles RTX 3000 qui arrivent. Donc peut-être tester de la RTX 3090 là-dessus. Enfin, malgré sa dalle QLED et malgré les intérêts non négligeables que j'ai listés plus haut pour de la productivité, c'est pas forcément le genre d'écran à utiliser dans tous les milieux professionnels, notamment au niveau des couleurs, hein. Car certes, c'est plutôt bon le QLED à ce niveau-là, mais bon, il n'est pas considéré comme un écran pro quand même, et certes, tout ça peut paraître encore une fois du chipotage, on parle d'un écran qui coûte 3 fois le prix d'une console, et donc c'est des questions légitimes à se poser. D'ailleurs, le passage de 120 à 240 Hz de l'écran fait baisser la profondeur des couleurs de 10 bits à 8 bits, et je vous expliquerai clairement pas plus que ça ce que ça veut dire, hein, ce truc de bits au niveau des couleurs, car vraiment, on sort du sujet aujourd'hui, et là, on en a pour 10 plombes. Mais voilà, pour les gros fadas de colorimétrie, c'est pas forcément l'écran qui vous sera le plus utile. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous en parle un peu plus, bien dites-le moi en commentaire, et peut-être qu'on en parlera une autre fois d'une façon un peu plus poussée, même si encore une fois, c'est quand même assez technique, hein. Et surtout, le truc qui vraiment me frustre, c'est que mon écran à moi, eh bien, il a un défaut, avec une partie à l'arrière qui n'a pas été bien enclipsée. Et je vous avoue que je suis moyen chaud à appuyer comme un malade mental dessus, leur paf, et le faire moi-même au risque de péter la dalle. Et de ce que j'ai vu par-ci par-là sur le net, eh bien des problèmes de contrôle qualité avec ces écrans, il y en a eu pas mal, notamment des soucis de dalle, ce qui a obligé un retour total de tous les écrans aux constructeurs en Europe et a retardé la sortie ici vu que la vente était interrompue. Néanmoins, malgré ces problèmes, je trouve ça quand même tellement confortable, et avec les bons petits logiciels pour mieux maîtriser la bête, il y a moyen d'avoir un setup qui sort de l'ordinaire et qui aussi a une vraie utilité supplémentaire. Conclusion à tout ça, est-ce que cet écran vaut vraiment 6500 € ou est-il hors de prix? Eh bien en réalité, il est même plutôt donné. Alors attendez, avant de prendre vos fourches et de me dire que vous avez un écran 24 pouces en 1080p chez vous que vous avez acheté 30 € sur le bon coin et que en plus il fait trop bien le taf et voilà c'est trop cool, on parle d'innovation ici, et quand on voit le prix des autres écrans 32/9 qui n'ont pas toutes les caractéristiques et technologies qu'embarque l'Odyssey G9, il y a moyen que cet engin fasse baisser le prix de tous les autres écrans du style et donc de les rendre abordables. Clairement, ce joujou est un ovni, hein, qui vraiment est incapable de faire profiter de tout son intérêt aujourd'hui vu que pas exploitable au maximum, mais qui promet un avenir certain dans le monde des écrans gaming qui commençait quand même à pas mal tourner en rond. Par exemple, si je regarde la grande majorité des écrans 32/9, on est sur des prix entre 800 et 1200 €. Et à chaque fois, on a un sacré compromis sur l'écran. Soit ça ne va être que du 3840 par 1080, soit on aura un temps de réponse de 4 à 5 millisecondes avec une dalle bof, soit on sera limité à 60 Hz, ou alors on n'aura pas de HDR. Cet écran a absolument toutes les caractéristiques en même temps. Et je suis certain que même s'il avait vendu peut-être 25-30% plus cher, il serait quand même super bien parti au vu de la prouesse technologique qu'est ce truc. Franchement, la dernière chose pour en faire l'écran parfait selon moi, ce serait peut-être de passer à du OLED, en gardant les autres caractéristiques bien sûr, et donc le temps de réponse serait compliqué, mais bon, on peut rêver. Et peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas la hype que génère cet écran, mais vraiment, il était en rupture de stock absolument partout, c'est pour ça que mon test a mis du temps à arriver. C'est rare de devoir attendre aussi longtemps pour recevoir un écran, quoi, clairement. Bref, voilà tout ce que je pense de la bête, et d'ailleurs, vous avez eu un petit aperçu de mon futur setup avec cet autre écran qui est juste là, que je vous montre très bientôt. Car là, ouais, entre cet écran géant et l'écran portrait derrière, mon setup n'est plus du tout ordinaire. Mais vous d'ailleurs, vous en pensez quoi des écrans alternatifs au format 16/9 méga classique? Que ce soit le 21/9, 32/9 ou 9/16e, n'hésitez pas à faire un retour d'expérience si vous avez déjà utilisé un autre format que celui le plus populaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, mettre le petit pouce bleu de l'amour sous cette vidéo, le follow sur les réseaux sociaux de l'internet et surtout, le partage de cette vidéo à tous vos amis qui ont envie de voir un écran gigantesque. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!